Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Je vais aborder donc le fameux thème de l'argent, essayer de bien établir et vous expliquer comment, pourquoi l'argent est de la dette, hein. C'est pas une formule comme ça, c'est que c'est juste la réalité et élaborer hein, sur tout ce que cela m'inspire en termes de souveraineté individuelle, hein, parce que finalement dans les milieux conspi, c'est un thème, oui, qu'on aborde un petit peu, mais finalement qu'on retourne assez peu en miroir vers soi-même pour voir un petit peu comment nous on agit et ce qu'on fait vraiment de la connaissance, de ce système. Qu'a-t-on modifié? A-t-on modifié quelque chose d'ailleurs du coup dans son rapport à soi-même hein, et aux autres, hein, suite à cette prise de conscience de ce qu'est véritablement l'argent? Allez, hop, c'est parti! Donc il y a quelque chose, de récurrent que j'ai observé dans ma propre existence, c'est des prises de conscience finalement très précoces, que je fais personnellement. Au moment où je l'ai fait, quand j'essaye d'échanger là-dessus, de trouver d'autres personnes avec qui en parler, je ne trouve personne, qui soit en phase, avec qui je puisse, en discuter, développer, hein, étayer, ma propre compréhension et puis il arrive, un moment où je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui pullulent, comme des champignons avec ces soi-disant, nouvelles prises de conscience et qui commencent à faire du business très lucratif dessus. Ce que je viens de dire et que j'appelais à une époque, mon complexe de Cassandre, s'applique pas uniquement, dans le domaine de la spiritualité d'ailleurs, hein. Je ne peux même pas, compter, le nombre de pensées, de convictions, profondes, que j'avais il y a déjà plus de 20 ans et qui, sortent comme des évidences, par exemple, même de milieux scientifiques, hein. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est que, ça fait bien longtemps que je disais, que j'essayais d'expliquer aux gens que le cerveau est plastique, hein. Plastique, bon, c'est un terme de scientifique, hein. Ça veut dire que, eh bien, il peut s'adapter, hein, à tout âge, on peut, reconquérir des capacités. Donc la vision, par exemple, qu'on avait de la dégénérescence, de la vieillesse, de la perte de capacité, pour moi, était fausse, hein. Et depuis maintenant quelques années, hein, il y a plein de neurologues et de neurochirurgiens, qui nous expliquent ça, avec toute la légitimité, de leur profession. Hem Voilà, ça c'est un exemple, hein. Un autre exemple, c'est lorsque j'étais dans l'emploi dans l'informatique et que je voyais la dégradation du code de l'esclavage, hein, qui s'appelle code, du travail, hein. Je disais à mes collègues dans le cadre, notamment de mes mandats syndicaux, il arrivera, un moment où on sera de nouveau dans la situation du Moyen Âge, hein. C'est-à-dire qu'il faudra payer pour pouvoir travailler et là tout le monde me disait: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es pessimiste?» Alors, le terme pessimiste de toute façon depuis l'adolescence, je l'entends, sauf que, eh bien l'avenir me donne toujours raison et quand j'ai quitté, cette entreprise, il y avait un accord d'entreprise qui était en cours de négociation, dans le cadre du télétravail pour donner un forfait ridicule aux salariés pour s'auto-équiper avec, leurs machines de travail, ordinateurs, et cetera. Donc je ne suis pas pessimiste, je suis simplement réaliste, hein, et je dispose d'une certaine lucidité en avance de phase, hein, sur, la plupart des gens. Pour voir, comment, les flux événementiels s'organisent pour nous emmener à un point bien précis. Je dis ça parce que l'autre chose que j'ai constatée dans, ces phénomènes de prise de conscience, individuelle et personnelle, que je fais, lorsque je commence à enfin lire des gens qui parlent de ces sujets sur lesquels je réfléchis depuis bien longtemps, j'ai toujours un problème, c'est qu'en lisant leurs pensées et leur manière de comprendre ce qu'ils viennent de comprendre, j'ai toujours la vision très claire que leur compréhension est incomplète, hein, et qu'ils tournent à nouveau dans une nouvelle boîte. C'est-à-dire ils ont compris en fait un truc, ils ont tiré un fil et ils restent sur ce fil. Ils ne le recombinent pas avec plein d'autres fils pour avoir une vue plus vaste de qu'est-ce qui veut dire en fait ce fil, pourquoi est-il là. En d'autres termes, je comprends immédiatement le cadre de pensée de quelqu'un qui expose son point de vue, sa compréhension, voilà. Mais il me semble toujours que ce cadre est étroit et incomplet.
Donc, je pense qu'avoir de la hauteur, hein, c'est comprendre tout le monde, mais n'être d'accord avec personne. Bon, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de sortir du silence, hein, et de lancer ma chaîne YouTube. Non que je veuille rafler toute l'audience, hein. C'est pas du tout ça mon objectif, mais je pense qu'à un moment donné, faut quand même aussi que d'autres voix se fassent entendre sur tous ces phénomènes. Donc, je commence par m'attaquer donc au phénomène argent et spiritualité, et ensuite j'élargirai ma vision des choses, hein, sur le phénomène argent en tant que tel. Bon, donc parmi les enseignants spirituels, déjà rares sont ceux qui se posent une quelconque question sur l'argent, hein, parce que très souvent leurs services sont quand même bien confortablement facturés. Et il y en a même qui d'ailleurs se justifient, hein, et légitiment complètement la chose en expliquant que bah oui, effectivement le système est pourri, et du coup si on veut le dépourir, eh ben il faut refaire revenir l'argent vers nous, en fait. Si c'est nous les bons et les gentils qui avons l'argent et la monnaie, hein, et ce pouvoir-là, du coup bah, ça va rééquilibrer les choses, et forcément c'est ça la solution. Et donc voilà, ça leur permet de s'installer confortablement dans un business, hein, tout en se déculpabilisant tout à fait du sujet. Quand on se positionne en termes professionnels dans ce champ-là, du côté de la spiritualité, de l'aide, d'une manière générale d'ailleurs, on va dire du phénomène d'aide, hein. Vous proposez un service à autrui d'aide. Donc la meilleure aide, eh ben, c'est quand vous avez réussi votre geste de métier, je le disais dans une autre vidéo, quand finalement les personnes que vous aidez viennent vous voir le moins possible. Si elles viennent vous voir tout le temps, c'est que manifestement, ben, vous êtes mauvais. Vous êtes un mauvais professionnel de l'aide. Parce que si les personnes que vous aidez viennent chroniquement vous voir, que ça devient des patients ou des clients chroniques, vous avez juste créé un phénomène de dépendance. Et ça va, du coup, en direction totalement opposée à celle de la souveraineté individuelle. Si votre geste de métier il est réussi, en fait, à terme, votre business devrait décroître et mourir. Ça, en gros, l'objectif en termes d'argent, ça devrait être celui-là. En tous les cas, vous devriez anticiper le fait que plus vous allez être un bon professionnel dans ce champ, moins vous allez gagner d'argent. Bon, puis en plus, parmi pas mal de personnes, hein, qui pullulent en France, hein, on constate quand même que bon, pour se reconnecter là, pour faire leur truc de reconnexion, je sais pas quoi, ou participer, faire partie de la solution pour sauver l'humanité, il faut quand même toujours généralement débourser des sommes d'argent assez conséquentes. Comme s'il fallait acheter sa pièce, hein, en monnaie sonnante et trébuchante, hein, sa place dans un quelconque canot de sauvetage spirituel. Alors, je pense pas que ça marche comme ça du tout. Et d'ailleurs, encore une fois, comme le dit Harald Kotzvela à la fin de la première interview que j'ai mise en ligne, l'argent est une énergie sataniste, par essence. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Et cette manière-là, d'ailleurs, d'envisager l'aide, le service spirituel à autrui, en quoi ça change de ce que les religions installées monothéistes font, en particulier le christianisme avec ses levées de fonds, la quête, hein, ou comme ça en payant avec de l'argent acquis par l'esclavage, hein, par le travail, on allait pouvoir racheter des dettes. Mais commençons par nous interroger sur la nature même de ces dettes. Alors évidemment, il y a les dettes karmiques, hein, accumulées pendant nos accords d'entrée démiurgiques. Donc si vous êtes totalement novice, hein, quant au fonctionnement du système monétaire, hein, en vigueur actuellement sur notre planète, je vous invite à aller regarder au moins l'argent dette partie 1 et partie 2. Donc dans l'argent dette 1, qu'est-ce qui est exposé? Le mécanisme globalement de destruction et de création monétaire,
et le fait que l'argent est de la dette. S'il n'y avait pas de dette, il n'y aurait pas d'argent. Si toutes les dettes étaient remboursées en même temps, eh bien le système s'effondre. Donc le système est fait pour que les dettes ne puissent jamais être remboursées. Dans l'argent dette 2, on dénonce les promesses chimériques, frauduleuses et destructrices du système monétaire qui nous tient en otage par une dette constamment grandissante. Et il commence à ce moment-là déjà à envisager des systèmes d'avenir. Alors, les systèmes d'avenir sont exposés dans l'argent dette 3. Et alors là, qu'est-ce qu'on va voir arriver dans l'argent dette 3, dont je n'ai regardé que les 10 premières minutes parce que j'ai tout de suite compris qu'on était à nouveau dans un truc d'opposition contrôlée, mais ça commence déjà par valider le système de paiement d'intérêt. On a bien dénoncé et tout le système, tout ça, la dette grandissante par le système d'intérêt, machin, mais dans les premières minutes du volet 3, finalement, les intérêts, c'est pas le problème. Bon, est-ce que ça vaut bien le coup de se farcir 2h30 de conneries, Non, après, j'ai juste regardé le résumé, donc quelles sont les solutions proposées? Finalement, la bonne solution, ce serait la monnaie électronique, et donc la disparition de la monnaie physique. Donc, on a ici exactement la même chose que pour les mouvements de vérité du 11 septembre, c'est qu'on dénonce un système pour finalement aller, en définitive, proposer une solution qui est complètement dans l'agenda du nouvel ordre mondial. On a exactement le même script avec le mouvement de vérité, par exemple, sur les attentats du 11 septembre. C'est un script qu'on retrouve de toute façon globalement dans tous les mouvements de vérité. Les premières voix qui vont s'élever contre un média mensonge qu'on est en train de nous servir seront à coup sûr des agents du système, qui sont là pour orchestrer une énième dualité, et en définitive, on se rend compte dans le temps que leur action aura finalement un effet principal, c'est de venir finalement renforcer et consolider le système existant. On pourrait parler d'une espèce de stratégie de contre-rationalité opportuniste et de circonstance, puisque finalement ce qui provoque la crédibilité, c'est que les personnes sont du milieu, c'est un truc compliqué, et donc forcément ils doivent avoir la solution parce que nous on est vraiment trop cons pour l'inventer nous-mêmes. Bon, donc très clairement, ce monsieur-là, Paul Grignon, il tient en fait le même rôle par rapport donc aux dénonciations sur le système financier monétaire que le docteur Stephen Jones sur la question du 11 septembre 2001. Donc je vais essayer de rendre la chose simple pour vous. Ça c'est un schéma qui est extrait donc de la masse monétaire sur Wikipédia. Donc la masse monétaire représente... c'est ça la question. Est-ce que ça représente le volume ou la masse en circulation? Je sais pas vous, mais moi en tout cas, quand j'essaye de comparer les prix, je préfère quand même on me donne le prix du kilo plutôt que le prix du litre, parce que on peut quand même beaucoup tricher sur le volume. On peut mettre vachement plus d'air dedans. Et justement, alors, manipulation par le langage. Est-ce qu'on a affaire à une masse monétaire ou à un volume monétaire virtuel? Alors, c'est sûr qu'il y a un lien entre les deux. La masse, c'est de la quantité de matière concrète. Et pour calculer un volume, il nous faut connaître la densité. Enfin bref. La masse monétaire physique, vous voyez, c'est ce qui est au centre là, c'est l'intersection. C'est une part infime de la masse monétaire en circulation. Réfléchissez du coup, quel peut être l'intérêt de supprimer l'argent, la monnaie physique, pour ce système spéculatif qui ne tient debout que tant que ce flux virtuel de masse monétaire circule. Si les mouvements s'arrêtent, le système s'effondre. C'est une immense chaîne de Ponzi. Et d'où la nécessité d'être dans une société de consommation. Donc on ne peut pas prétendre sortir de ce système consumériste qui nous détruit tous, qui nous consume tous, sans sortir de ce système-là de création et destruction monétaire. Ce n'est pas possible. Les deux sont enchevêtrés comme de bons vieux Ouroboros. Donc, masse monétaire égale dette. C'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. L'écrasante majorité de cette masse monétaire est virtuelle et créée par la dette, c'est-à-dire tous les emprunts contractés. C'est ça là, l'énorme bulle. Ok? D'ailleurs, manipulation par le langage, il ne s'agit pas d'un emprunt, puisque un prêt suppose qu'il y ait
des contreparties équitables mises en jeu. Alors là, ce n'est pas le cas. Quand vous allez à la banque pour faire un crédit, c'est pas de l'argent en dépôt qu'on vous prête, non, c'est de la création monétaire ex nihilo sur votre dette, c'est-à-dire sur tout le travail que vous allez devoir fournir pour rembourser cette dette et surtout ses intérêts. Donc quand vous faites un crédit, c'est une promesse d'esclavage à laquelle vous consentez. Alors regardez bien ces chiffres. Le montant des intérêts sont du même ordre de grandeur que le montant de la dette. Parce que là clairement, ça veut dire que j'ai besoin d'un marteau. Tiens, pote, tu viens me prêter ton marteau. Ouais, allez, tiens, je te prête le marteau, mais alors il va falloir que tu m'en rendes 2 neufs. C'est ça. On ne peut en aucun cas parler d'emprunt ou de prêt. Il s'agit très clairement d'une arnaque, d'une manipulation par le langage en vue d'extraire le travail, l'énergie, la force créatrice des personnes qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas le capital, qui n'ont pas les moyens de faire ce qu'elles ont envie de faire, de créer. Et la question des intérêts, je vais être très claire, il n'y a aucune raison valable de demander des intérêts parce qu'à un moment donné, on aurait un excédent de moyens que l'on va prêter à quelqu'un qui en a besoin et de lui faire payer des intérêts pour l'utilisation de quelque chose dont on n'a pas l'usage. Donc l'idée même d'intérêt est sataniste. Le phénomène argent tel qu'on le connaît aujourd'hui est par essence esclavagiste. Il n'est donc pas réformable. Il est à détruire. Il est détenu par une poignée de gens et je ne vais pas m'étendre sur le fait qu'on sait très bien qu'effectivement ce sont certains membres de la communauté juive qui ont la main sur ce levier. Bref, peu importe. Ils pensent qu'ils contrôlent le phénomène de l'effet papillon, que hop, si on tripote un truc à un endroit, hop, le jeu de domino va se déployer et boum, on va avoir une énième crise. Et puis on a bien compris qu'en fait ces crises-là servent à ce que toujours les mêmes s'enrichissent encore plus vite. Sur ces crises. Donc au détour, on en pend quelques-uns toujours pour faire croire aux masses qu'on s'occupe du problème. Donc on a pendu Bernard Madoff pour sa petite chaîne de Ponzi, etc. On en sacrifie quelques-uns dans les rangs pour faire croire qu'il existe une justice, mais le système continue et il continue toujours en s'accélérant encore plus et encore plus vite. Là maintenant on est quand même 10 ans après le début de la crise des subprimes. Si vous n'avez toujours pas compris que l'objectif des gouvernements n'est absolument pas de moraliser le capitalisme ou de faire cesser tout ça, je peux pas faire grand chose pour vous. Si vous avez toujours pas compris que les gens qui nous gouvernent avec des guillemets ne sont que des pantins, des coquilles vides, des robots biologiques programmés par contrôle mental et que ceux qui dirigent réellement ce monde, vous verrez pas leur visage dans les masses médias, je ne peux pas faire grand chose pour vous. Il y a, je pense, suffisamment de chaînes YouTube qui existent aujourd'hui qui parlent de tous ces phénomènes. Je peux pas non plus couvrir tous les sujets. Donc, ce système monétaire en lui-même, il est sataniste. Si vous gagnez de fortes sommes d'argent dans ce système, et puis très rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup. C'est comme ça qu'il est fait, ce système. Donc, vouloir être riche ou s'enrichir très rapidement, c'est donc consentir à ce que les choses se déroulent comme ça, à ce que vous, votre confort, soit assis sur la spoliation d'autres personnes à l'autre bout du monde que vous ne verrez jamais. C'est tellement plus pratique. Il est parfaitement clair qu'à partir du moment où on supprime la monnaie physique pour les échanges de biens et services, nous serons à ce moment-là totalement donc esclavagisés par ce système, avec plus aucun moyen d'échanger entre nous, si ce n'est évidemment de recréer des monnaies locales, etc. Mais bon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc toute personne qui prêche pour la chapelle de la monnaie électronique fait de toute manière partie de l'agenda Bluebeam. Ça, c'est parfaitement clair. L'urgence, c'est de revenir, au contraire, à des systèmes d'échange
de biens et services très concrets, très physiques, très visibles et bien vérifiables par tout un chacun, hein, sans avoir besoin d'être diplômé ou surdiplômé en je ne sais quoi, en finance ou en programmation informatique pour bien comprendre comment tout ce système-là fonctionne. Le système d'échange, la manière dont on met en œuvre dans l'échange de biens et services la réciprocité doit être visible et vérifiable par chacun chacune, hein. J'espère que ça c'est bien clair pour vous, hein. En termes de souveraineté individuelle, hein, ça ne peut que marcher comme ça. Tant que nous aurons besoin, que nous nous raconterons l'histoire, que nous avons besoin de gens plus diplômés, plus qualifiés, plus je ne sais quoi que nous, pour nous fournir des solutions, pour échanger entre nous, il n'y a aucune souveraineté individuelle, hein. Donc il est parfaitement clair qu'en termes d'organisation des échanges, c'est l'autogestion, hein, et des expérimentations sont faites même actuellement, notamment en Grèce, hein, après ce qu'ils se sont pris dans la tronche, il y a tout un quartier à Athènes qui vit sur ce mode, et qui a inventé ce mode. Eh bien, ce sont les anarchistes, enfin certains anarchistes, hein, les anarchistes individualistes. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, mais ça ne peut fonctionner, effectivement, que s'il y a une masse critique, voire même tous les individus, qui sont vraiment authentiquement souverains et sortis des mécanismes du triangle du drame, hein, et qui sont en tout cas capables de s'engager au jour le jour, hein, dans leurs interactions quotidiennes, à veiller à ne pas activer cette mécanique infernale dans leurs relations interpersonnelles. Parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui n'en soit pas sortie, et ce sera le persécuteur, et il ou elle fera exploser le groupe. Donc si on veut pas se retrouver collé dans les mêmes erreurs, hein, que tout ce que l'on peut voir aujourd'hui dans les soi-disant tentatives alternatives ou les erreurs des communautés hippies ou je ne sais quoi, hein, il faut une sélectivité sur les individus qui prennent part à cette expérience quant à leur réelle incapacité, hein, à désamorcer, hein, constamment cette polarisation de la trinité infernale, hein, sataniste, hein. Et puis ensuite, à partir de là seulement, je pense, peuvent se déployer des dynamiques de groupe collectives saines. C'est le prérequis, hein, sans quoi on ne peut pas développer une pensée politique au sens noble du terme sur les solutions concrètes d'autogestion envisageables, hein. Ça se fait à échelle locale. Tant qu'on s'imagine, hein, que on va simplifier la vie en ayant des règles globales qui vont s'imposer partout, sur tous les terroirs, en tous les territoires, on sera dans des dictatures qui ne disent pas leur nom. Ça aussi, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Nous sommes sur une terre de diversité, avec des ressources importantes. Il n'est pas possible de mettre en œuvre, par exemple, les mêmes choses à Lille qu'à Marseille. C'est aberrant même d'y songer. Le terroir n'est pas le même, la terre n'est pas la même, le climat n'est pas le même, les ressources en eau ne sont pas les mêmes, enfin, etc., etc. Hein. Mais c'est quand même bien aux personnes qui connaissent ce terroir et qui habitent dessus de les inventer collectivement, ces solutions, pour vivre en paix sur cette terre. Et il est parfaitement certain que ce qui fait peur aujourd'hui aux gens et ce qui fait que ils ne voient pas comment on peut sortir de cette chose-là, c'est leur niveau d'irresponsabilité. Tous les discours de mais non, mais on va parvenir au Moyen-Âge avec des querelles, des petits villages, etc. Tout ça, ce sont des discours, oui, qui peuvent être facilement ingurgités par des gens qui ne veulent pas être individuellement souverains. Hein, évidemment, c'est tellement plus facile s'il y a quelqu'un qui prend les décisions à ta place, en fin de compte. Comme ça, tu peux finalement soit toujours te sentir victime, parce qu'il va jamais prendre les bonnes décisions qui te conviennent à toi, soit te polariser en tout cas dans n'importe quel endroit dans le triangle du drame, hein, sans jamais en sortir. Donc, pour ne pas, effectivement, que dans des initiatives comme ça de sous-gestion,
on se retrouve de nouveau avec des leaders qui veulent prendre toute la place, etc., machin, eh ben, il faut avoir un niveau de vigilance individuel, hein, et savoir les dégager, les gens qui font ça, hein. Et en la matière, hein, ce sont bien chez les anarchistes qu'il y a un gros bagage, hein, expérimental, hein, même si bah, souvent ils se plantent parce que bah, déjà ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, hein, ils ont fait une identité entre Dieu et spiritualité. Donc déjà ils sont mal barrés pour ce qui concerne le triangle du drame. Il n'y a pas suffisamment de travail sur soi, où il y a des problématiques d'addiction, il y a quand même des phénomènes de confort, et puis il y a aussi bah, beaucoup de sexisme, hein, comme partout, hein, et oui, les milieux libertaires anarchistes n'échappent pas à la règle, hein, et je vous mets en description les lettres de démission de la fédération anarchiste de 2 femmes pour cause d'ultrasexisme. Ce sont à nouveau, hein, même là, des hommes qui prennent le pouvoir, et donc c'est toujours la même. Bon, enfin bref, même s'ils ont jeté mon bébé avec l'eau de leur bain, j'ai pas jeté le leur, hein, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses, hein, positives, hein, et d'expérimentations très concrètes, eh bien, que nous ont apporté tous ces mouvements, car encore une fois, il ne s'agit pas d'un mouvement unifié. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais j'ai en prévision depuis déjà fort longtemps de faire une vidéo consacrée uniquement aux anarchismes avec un S. Voilà, eh bien c'est l'heure de passer à la conclusion. Donc malheureusement, hein, avec le système actuel monétaire et les personnes qui le contrôlent, il n'y a pas vraiment moyen de s'en sortir honorablement, hein. Si on pense que c'est mieux que la monnaie, elle arrive jusqu'à nous parce que nous, on serait plus éveillés spirituellement et qu'on saurait mieux le gérer, je pense qu'on se met quand même grave le doigt dans l'œil, au moins jusqu'au coude, hein. Donc pour le chapitre argent, il est parfaitement clair, hein, pour moi, qu'il n'est pas possible de faire commerce lucratif de la spiritualité. J'entends la véritable spiritualité. D'ailleurs, je vais vous citer la fin du livre des secrets de Jean, des manuscrits de Nag Hammadi. Cela ne se passa pas comme Moïse l'a dit, ils se cachèrent dans une arche, mais ils se mirent à l'abri dans un lieu. Pas seulement Noé, mais aussi d'autres hommes de la génération inébranlable. Ils allèrent vers un lieu et se mirent à l'abri au moyen d'un nuage de lumière. Et Noé connut la souveraineté d'en haut, lui et ceux qui sont avec lui dans la lumière, hein, qui avait brillé pour eux, parce que les ténèbres s'étaient répandues sur tout ce qui était sur terre. Puis l'Archonte tint conseil avec ses 74 anges, et il envoya ses anges vers les filles des hommes, afin qu'ils suscitent d'elles une semence pour leur satisfaction. Mais ils n'y parvinrent pas la première fois. Et n'y étant pas parvenus, ils se réunirent alors tous en conseil, afin de créer l'esprit contrefait, à l'imitation de l'esprit qui était descendu. Alors leurs anges se transformèrent, prenant l'apparence des époux de celle-ci, afin de les remplir de cet esprit issu d'eux, esprit plein des ténèbres, hein, qui proviennent de la perversité. Ils leur apportèrent de l'or, de l'argent, des présents ainsi que les métaux de bronze, de fer et toutes sortes de choses. Ils les entraînèrent vers des distractions, afin qu'elles ne se souviennent plus de leur pronoïa inébranlable. Ils les prirent, et ils engendrèrent des enfants issus des ténèbres, provoqués par leur esprit contrefait. Et ils fermèrent les cours de ces enfants, et ils devinrent durs, de la dureté même de l'esprit contrefait jusqu'à maintenant. En conséquence de cela, la bienheureuse mère Père à l'abondante miséricorde reçoit forme dans sa semence. Je suis d'abord monté vers Léon Parfait, mais je te dis ces choses maintenant pour que tu les mettes par écrit et les transmettes à ceux qui partagent le même esprit que toi, en secret, car ce mystère est celui de la génération inébranlable. Cette mère est venue une autre fois avant moi. Ce qu'elle a fait dans le monde, c'est restaurer la déficience, hein, mais moi je vous enseignerai ce qui adviendra. Et en effet, je t'ai transmis ces choses pour que tu les écrives et qu'elles soient conservées en sécurité. Il me dit alors, maudit soit quiconque échangera ses paroles contre un présent ou contre de la nourriture, ou contre de la boisson, ou contre un vêtement, ou contre autre chose, hein, du même genre. Le Seigneur confia ce mystère à Jean et devint aussitôt invisible pour lui. Alors celui-ci vint vers ses condisciples et commença à leur dire les paroles qui lui avaient été dites par le Sauveur. Bon, alors la première remarque, c'est que vous remarquez qu'on nous parle quasiment de l'apparition du fait monétaire, mais avec donc du métal. Donc ça veut dire, ça nécessite de maîtriser la technologie du feu pour fondre des métaux et produire donc cette monnaie de métal. Ça ne s'applique pas forcément, à mon sens, à une
une autre forme de monnaie, comme le kauri, qui est une ressource naturelle et au sens propre. Pourtant, on a un adage populaire, hein, quand on manque d'argent, qui dit ah bah ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval ou par terre. Hein. Bah pourtant, dans le cas du kauri ici, hein, il suffisait d'habiter au bord de la mer, d'en aller en récolter de quelques-uns et t'avais de quoi échanger un petit peu. Hein. Donc voilà, c'est une réflexion personnelle et je suis complètement ouverte au débat, à la discussion sur ces sujets-là. Je ne vous fais que vous livrer l'état actuel de mes réflexions sur ce sujet-là. Et la porte est toujours ouverte à une progression. Voilà. Deuxième remarque. Donc là, quand il parle partager ses connaissances avec celles et ceux qui possèdent le même esprit, avec un E majuscule que toi, quand on a lu la totalité du manuscrit et d'autres, on comprend qu'il parle de la génération de Seth, du troisième fils d'Adam et Ève, hein, à travers laquelle l'esprit, le véritable esprit, donc la véritable spiritualité, se remanifestera, même dans ces corps contrefaits par les archontes. Parce que c'est la partie la plus désagréable de ma recherche de vérité à laquelle j'ai dû me résoudre comme étant une vérité, c'est qu'il y a un rapport entre guillemets, une certaine qualité d'ADN génétique et la possibilité de réouvrir sa conscience à l'esprit non contrefait. Donc à se déconnecter de la conscience planétaire invasive et à remobiliser des connaissances qui sont en fait profondément engrammées en nous. Il y a un lien entre la spiritualité, avec quel type finalement de sphère éthérique on est capable d'être en contact, et la génétique. Ça émane de plusieurs recherches, mais principalement celle du docteur Corrado Malanga sur les personnes abductées et toutes les informations qui ont pu être récoltées dans les séances de dépollution, quoi. Les jeux de la complexité du brassage génétique fait que ces caractéristiques-là peuvent apparaître n'importe où, dans n'importe quelle famille et dans n'importe quelle fratrie. Il n'y a aucun concept de race à appliquer, même parmi des personnes de la population juive, même dans des familles sionistes. Hein. Ces combinaisons-là peuvent apparaître. En tout cas, intimement, c'est ce que je pense. Si je fais confiance à ma propre connexion intérieure. Donc, de la même manière qu'on peut pas se débarrasser si facilement que cela du sujet de la véritable liberté des femmes, on peut pas se débarrasser aussi facilement de la question de la communauté juive qui certes, franchement, pour ce qui concerne les sionistes, ils ont grave les mains dans le pot de confiture. C'est difficile de les pardonner, mais on ne peut pas faire une enveloppe globale et dire toute personne appartenant à ces familles forcément est une personne mauvaise ou sous emprise sataniste, etc. Ce n'est pas forcément vrai à mon sens. C'est encore un exercice d'intégrité intellectuelle, hein, parce que si ça devait être vrai, alors moi-même ayant des membres dans ma famille proche, hein, des oncles et tantes, hein, qui sont clairement des satanistes, totalement sous emprise et vendus à cela, alors du coup moi aussi, eh bien non. Donc ce qui est vrai pour moi, au sein de ma propre constellation, myriade génétique, et je suis encore en train de travailler sur ce sujet pour mieux comprendre exactement comment tout ça s'actionne. Donc ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour pour tout le monde. Donc il y a eu, il y a encore aujourd'hui et il y aura des personnes issues de ces lignées
prétendument juives, hein, enfin, ou qui ont usurpé cette identité, si tant est que ça ait du sens en termes ethnologiques, étant donné les millénaires que couvre cette période et les brassages, hein, de populations qui ont eu lieu. Ça n'a évidemment aucun sens, hein, de parler de peuples juifs sur des échelles comme ça. C'est le seul cas que l'on connaisse, hein. Mais ça, encore une fois, pas besoin d'avoir fait des études de quoi que ce soit pour s'en rendre compte, hein. Hein. Des gens qui prétendent être là depuis plusieurs millénaires et avoir gardé une soi-disant pureté de sang, tout en nous expliquant que ils ont toujours été torturés, ils ont toujours été obligés de fuir, donc il y a eu d'énormes brassages génétiques, et ils nous expliquent qu'ils forment une espèce d'ethnie génétique uniforme. C'est n'importe quoi, ça ne tient pas la route, hein, simplement. Donc même, hein, dans ces familles-là, il y aura des personnes qui se lèveront contre les familles dont ils sont issus. Un des plus virulents, c'était Roger Palesco-Domergue, dont j'ai mis dans une playlist une vidéo où il parle de la circoncision, hein, et de ce que ça implique, hein, en termes pas seulement de traumatisme psychique, hein, mais qu'il relie ça en fait à l'amputation de l'empathie, hein, donc chez les garçons. Hein, il y a toute une série de choses qui, qui coupent en fait un processus naturel, organique, par la circoncision. Je sais que Harald Kotzvela a fait une interview récemment avec Claudia sur ce sujet aussi. Voilà, donc je précise ça parce que c'est toujours très délicat de parler de ces sujets, et c'est pour ça que je prends. C'est pas des précautions, hein, j'ai pas peur de grand chose, hein. J'ai tendance de dire, hein, la vérité au plus proche, hein, de ce que j'ai pu la comprendre aujourd'hui, hein, et donc mon discours n'a strictement rien à voir, hein, avec tout ce qu'on peut entendre émanant de gens comme Alain Soral et que sais-je encore. Donc je vous mets en description des liens sur des bouquins de Roger Domergue. Euh, il était carrément négationniste, hein, lui concernant l'Holocauste, hein. Il a dit que c'était une immense imposture. Pareil pour la fuite d'Égypte, hein, que c'était une fiction totalement, un mensonge, une inversion de la réalité même, hein, d'après lui. Et il a écrit aussi, ça a été le premier à dire, mais ce sont les Juifs qui ont totalement pillé l'Afrique et esclavagisé le peuple noir, et ils ne seront jamais en mesure de rembourser la dette, hein, qu'ils doivent au continent africain. Voilà, bien je vais conclure, hein, cette première vidéo sur l'argent. Il y en aura une seconde où je m'attaquerai à la grande question, peut-on se passer de monnaie? Non pas d'argent, je fais la distinction entre les deux, hein, mais de monnaie. Voilà, à bientôt pour la partie 2.